Bonsoir Ovidie. Bonsoir. Vous avez travaillé pour l'industrie du porno il y a plus de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui réalisatrice, auteure. On est ravis de vous recevoir pour lancer cette soirée spéciale ce soir sur France 2. Une soirée intitulée Pornographie, un péril pour les jeunes. C'est à suivre dès 21h. Ovidie, vous êtes l'auteur de ce livre, À un clic du pire, la protection des mineurs à l'épreuve d'Internet. C'est aux éditions Anne Carrière. On découvre qu'aujourd'hui, c'est impossible de grandir sans voir du porno. Et ça ne touche pas seulement les adolescents, mais aussi les enfants de plus en plus jeunes. Oui, ça touche les enfants de plus en plus jeunes. Ça commence à les toucher vers 7-8 ans, en général accidentellement, parfois sur des sites de jeux en ligne, tout simplement, ou sur des sites sur lesquels même leurs parents regardent des séries en streaming, ce genre de choses. Donc sur des sites qui ne sont pas des sites pornographiques et ils atterrissent dessus par accident. Mais ils l'acceptent, ils considèrent que ça fait pleinement partie de leur univers numérique. Ça les bouleverse pas tous. Mais ça bouleverse un peu. Il y en a que ça perturbe. En tout cas, sur l'instant, évidemment, la première fois où ils font face à ces images-là, évidemment que ça les questionne. Mais une fois qu'ils commencent à grandir, en fait, quand on les interroge, ce qui est assez déstabilisant, c'est que, ma foi, ils acceptent ça. Voilà. Pour eux, c'est normal. On va le voir. Je vous propose qu'on écoute justement le témoignage de deux jeunes, Gonzague et Valentine, qui sont tombés sur des images pornographiques très jeunes, plutôt par hasard. On les écoute. La première fois que je suis tombé sur des images porno, c'était mon frère, j'avais 7 ans et demi. Et il avait ces images sur son téléphone. Et lui, il était au collège en 6e. Quand il m'a montré, j'ai pleuré. Après, je me suis enfermé dans les toilettes. Ça me dégoûtait. Je me disais, c'est pas possible. Mes parents, ils ont pas pu faire ça, tout ça. Je me disais ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de violence, c'est assez hard. Il y a des positions assez dégradantes. Le porno, ça date pas d'hier. Il y a toujours eu des cassettes, VHS, cachées en haut de l'armoire. Quelle est la différence dans les contenus aujourd'hui ? En fait, ce qui a radicalement changé, c'est notre mode de consommation de porno. C'est-à-dire, tout a changé à peu près vers 2006-2007. Donc, ceux qui ont grandi avec le porno en libre accès, aujourd'hui, ils sont à peu près au lycée. À partir de ce moment-là, il y a eu la création de ce qu'on appelait les tubes, c'est-à-dire des sites de streaming où on a laissé en accès libre et gratuit du porno, H24. C'est-à-dire qu'avec leur téléphone portable, en un seul clic, ils arrivent, ils n'ont même plus à justifier de leur âge et ils se retrouvent confrontés directement à des images pornographiques. Avant, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'avoir accès à des images pornographiques. Oui, ne serait-ce que parce qu'une cassette, il fallait évidemment la récupérer, la visionner, etc. Après, ça existait bien sûr. Les VHS, elles passaient de main en main. On volait la VHS du papa de machin qui la faisait circuler dans sa classe. Donc voilà, ça existait. Mais là, ce qui a radicalement changé, c'est qu'avant, déjà, on avait une notion de transgression. C'est-à-dire, ils savaient bien que s'ils devaient attendre après minuit la diffusion du premier film du samedi du mois, ils avaient bien conscience qu'ils faisaient quelque chose d'un petit peu interdit. Là, ce qui a changé, c'est que c'est en accès libre et que donc, ils n'ont pas forcément conscience que, en théorie, c'est pas pour eux. Oui, une sorte de banalisation. Est-ce qu'on connaît les conséquences de ces images sur ces enfants? Là, on voit le jeune homme qui se rappelle qu'il avait 7 ans et demi. C'est très, très, très jeune avant de visionner ce type d'images qui peuvent être évidemment traumatisantes. Est-ce que c'est des états de sidération ou de, je ne sais pas, de curiosité ou que disent les experts? Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas deux études qui racontent la même chose au niveau de l'impact des images pornographiques sur cette génération-là. Il faut bien comprendre que là, on est sur une génération cobaye. C'est vraiment la toute première qui grandit avec du porno en libre accès. C'est la toute première qui a commencé à aller au collège avec son téléphone portable. Donc, c'est la toute première, finalement, qui a cet accès permanent à ces images-là. Pour le moment, on n'arrive pas vraiment à mesurer, tout simplement parce que c'est très compliqué de faire des études sur la sexualité, sur les sexualités auprès des mineurs. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser, que les instituts de sondage ne peuvent pas poser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'âge de l'accès au premier porno. Il y a des études qui disent 13 ans, mais moi j'en ai parlé par exemple avec des lycéens, je leur ai posé la question, à quel âge vous avez eu accès? Souvent c'est 9-10 ans. Et quand je leur dis, mais vous savez qu'il y a des études qui disent que c'est 13 ans, ils éclatent tous de rire. Donc il n'y a pas d'études vraiment fiables sur la question. En revanche, il y a des symptômes. C'est-à-dire Alors justement, quels sont les symptômes? Est-ce qu'il y a des conséquences sur les comportements, je ne sais pas, sur les sexualités des jeunes aujourd'hui? Alors en fait, les symptômes, ils sont les mêmes finalement que, je dirais,
tout l'impact que peuvent avoir les images dans notre environnement culturel. C'est-à-dire ces symptômes-là, ça va être se conformer à des nouvelles normes esthétiques, ça va être, je sais pas, typiquement l'épilation intégrale, par exemple, chez les jeunes filles. Ça va être se plier à un certain nombre de pratiques aussi, parce qu'on considère que c'est la norme, parce qu'on considère que dès le départ, faut faire la totale, entre guillemets. Enfin voilà. Donc il va y avoir des symptômes de mimétisme, on va dire. Il va y avoir du mimétisme par rapport aux images qu'ils regardent. Mais assez rapidement, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils arrivent eux-mêmes à avoir un esprit critique par rapport à ces images. C'est-à-dire, dans un premier temps, ils vont être influencés par ces images-là. Mais ce qui est quand même très propre à cette génération, surtout à cette génération de jeunes filles, c'est qu'elles arrivent à déconstruire ces images. Par exemple, cette génération-là se pose beaucoup plus de questions sur le sexisme, sur le harcèlement, sur le consentement. Cette génération-là, vraiment, de lycéennes, elle arrive à prendre plus de recul parce qu'elle est née quelque part avec un smartphone tout à fait. Dans la main. Alors ça, c'est vrai des plus grands, des adolescents. Pour les plus jeunes, évidemment, la prise de recul est beaucoup plus compliquée. Est-ce qu'il y a une manière si pour les grands-parents, les parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une manière de protéger au mieux nos enfants ou en tout cas de les accompagner au mieux? Alors la question, c'est est-ce que c'est vraiment le rôle des parents ? Parce que les parents ont eux-mêmes leur propre tabou. La question de la sexualité, quand on est parent, enfin je veux dire un parent, dans la tête d'un enfant, c'est pas censé avoir vraiment de sexualité. Donc on n'est pas censé partager sur ces questions-là. Donc est-ce que c'est en milieu scolaire que ça devrait se passer? Parce que le milieu scolaire, c'est quand même un des rares endroits de rassemblement justement des enfants et des collégiens et des lycéens. Il y a des cours d'éducation à la sexualité. C'est quelque chose qui est prévu dans les pédagogies. En théorie, il y a des heures qui sont prévues, elles ne sont pas appliquées partout. Moi, il y a des chefs d'établissement qui m'expliquent pourquoi ce n'est pas appliqué partout, parce que ça ne fait pas toujours l'unanimité, non pas du côté des parents, mais du côté de l'équipe pédagogique. C'est parfois très compliqué à mettre en place. Moi, il m'arrive d'intervenir sur les questions de numérique, de pornographie, de réseaux sociaux, etc. En général, il faut montrer patte blanche pendant des mois avant de rencontrer le premier adolescent. Et qu'est-ce qui vous frappe le plus, justement, dans les remarques que vous font ces jeunes quand vous les rencontrez dans les collèges, dans les lycées? Alors moi, ce qui me frappe, surtout du côté des lycéens, c'est leur extrême maturité sur ces questions-là. C'est-à-dire, ils ont bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, le message qu'ils essaient de faire passer quand même, c'est qu'ils sont ulcérés par la confiscation de leurs paroles par les adultes. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de mal à entendre toutes les critiques qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, justement sur cette hyper-accessibilité du porno. Parce qu'ils disent, mais on n'est pas idiots. On a parfaitement conscience de ce qu'on regarde et on aimerait bien qu'on nous fasse un peu plus confiance. Donc, moi, ce qui me frappe souvent, c'est cette grande maturité par rapport à ça. Après, sur la question des collégiens, parce que moi, je suis déjà intervenue auprès de 4e, les comportements ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire, ils sont encore à un âge où ils prennent pour argent comptant ce qu'ils regardent. Et là, il faut en discuter avec eux, les accompagner, dédramatiser, leur expliquer que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas la norme. Vous parliez de normes, justement, dans ce qu'ils peuvent voir. Il faut leur expliquer que ce n'est pas la norme, tout à fait, mais il y a aussi quelque chose moi, qui m'a frappée par rapport à cette génération-là de 4e, c'est qu'ils sont beaucoup moins informés aussi sur les questions de contraception et d'IST que les générations précédentes, des infections sexuellement transmissibles. Moi, je vois, pour avoir grandi dans les années 90, pour avoir été ado dans les années 90, c'était en plein dans les années SIDA, le préservatif à 1 franc, etc. On nous parlait énormément d'IST et de contraception, ce qui est beaucoup moins le cas pour cette génération-là. Il y a beaucoup de jeunes filles qui arrivent en 3e qui n'ont jamais entendu parler de contraception, par exemple. Donc le rôle de l'école. Est-ce que les verrous sur le web, c'est efficace, ces fameux filtres parentaux qu'on peut mettre sur les ordinateurs, et puis aussi, on le voit à l'écran, ces petits clics. Est-ce que vous avez bien 18 ans pour empêcher les mineurs d'aller voir des images qui ne sont pas de leur âge? Alors moi, il y a quand même une question qui m'étonne quand même depuis plusieurs années, c'est que ces sites-là, ils sont identifiés et identifiables. Ça fait partie des sites les plus visités au monde. Ils sont plus visités que Apple, Microsoft réunis. Donc ces sites-là, qui ne respectent pas la loi française concernant la protection des mineurs, ils émettent en toute légalité ici. Effectivement, en fait, il y a une loi en France, c'est l'article 227-24 du Code pénal, qui fait que normalement, on n'a pas le droit de laisser à disposition du porno à des mineurs. Cette loi, la plupart des gens qui produisent des films porno, on va dire en France, la respectent à peu près. Mais pas ces sites-là qui sont hébergés à l'étranger. Ce sont des sites qui ont des sièges sociaux au Luxembourg, en Irlande, à Chypre, etc. etc. Donc, qui ne se conforment pas à la loi française. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que ces sites-là, ils existent depuis plus de 10 ans et personne ne fait rien. Pourquoi ?
Eh ben, c'est très étonnant. Pourquoi, justement? Pourquoi les gouvernements se succèdent? On est tous auditionnés, moi je l'ai été comme d'autres. Pourquoi ces gouvernements se succèdent et n'agissent pas, justement? Donc ce serait intéressant de savoir si celui-là va faire quelque chose. Eh bien voilà, le message est passé. Merci à vous, Ovidie, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que ce soir, vous avez la soirée spéciale sur France 2 qui est présentée par Julien Bugier. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà regarder le documentaire et le film. C'est en avant-première, il suffit d'aller sur France.tv. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.